Salut, avant que la vidéo commence, je tenais à remercier Galax, à qui j'ai demandé l'autorisation d'utiliser ses gameplays comme référence pour ma vidéo. Vous retrouverez sa chaîne ainsi que les vidéos qui m'ont aidé en description. N'hésitez pas à aller le follow, il fait du très bon contenu et c'est une très belle personne, donc n'hésitez pas à aller le suivre sur ses réseaux. Sur ce, je vous laisse avec la vidéo. Dans Stray, la première scène qu'on voit, c'est une journée de pluie. Et on nous met directement au contrôle du petit être qui nous accompagnera tout au long de notre aventure. Un charroux. Le jeu va très vite nous inviter à commencer notre aventure. Mais avant ça, on va dormir. Allez, on peut enfin gambader avec nos amis les chats. Les premières secondes du jeu vont essentiellement servir à nous introduire les principales mécaniques, à savoir le sprint et le saut. Nos trois copains vont très vite nous emmener jusqu'à faire une petite virée entre chats et sauter entre deux gros tuyaux. Le premier réussit, le second également, et nous Quand on se réveille, on a une patte cassée, on tremble et notre vision est trouble. Tellement on se sent mal, on va retomber dans les pommes. À notre quatrième réveil, on a peut-être 20 minutes de jeu. Notre chat, qu'on va appeler Abby, s'est rétabli après sa petite nuit de sommeil. Et Abby arrive dans une zone qu'on appelle la ville morte. Globalement, cette zone est la moins utile du jeu, mais elle nous apprend quand même qu'on va avoir affaire tout le long du jeu à ces petits trucs tout moches qui veulent nous tuer et que nous sommes surveillés par des caméras en permanence. On va passer par des endroits en tout genre avant d'enfin atterrir à la deuxième zone, l'appartement. Il y a 2 pièces dans cet appartement, mais celle qui va nous intéresser c'est la seconde, car il s'y trouve un ordinateur. Abby, en bon chat de compagnie, va taper absolument n'importe quoi sur le clavier et ça va nous débloquer une pièce secrète. Notre objectif va être de rassembler 4 batteries qui se situent et sont cachées un peu partout dans cet endroit, que l'on va devoir positionner sur 4 prises qui vont encore une fois nous offrir une nouvelle pièce secrète. Nous allons trouver un petit robot qu'on va devoir positionner à l'endroit qu'on a allumé précédemment dans la première pièce cachée. C'est assez drôle car ce petit robot est en réalité un drone, du nom de B12, qui a visiblement des soucis de mémoire et qui a travaillé pour un scientifique dans le passé. Ce petit génie qu'est B12 va nous faire porter un sac à dos pendant tout le reste du jeu. Oui, pendant tout le reste du jeu. Avec ce sac, B12 peut numériser des objets, des souvenirs et s'en servir comme lampe de poche. Ce qui est déjà, on va pas se mentir, pas trop mal. Sur le chemin pour sortir de l'appartement, on va découvrir une fresque avec ce que B12 va reconnaître comme étant l'extérieur. Et il va également se souvenir qu'il a promis à une mystérieuse personne de s'y rendre tôt ou tard. Notre objectif dès à présent va être de rejoindre cet ascenseur tout au fond de la ville et de potentiellement obtenir des informations sur ce que pourrait être l'extérieur. Troisième zone, les taudis.
Notre première rencontre dans les taudis sera un robot qui va visiblement avoir peur après nous avoir vus et qui va donner l'alarme. En avançant encore un peu dans les taudis, au passage en faisant peur à absolument tous les robots qu'on va croiser, je trouve ça absolument hilarant, nous allons faire la rencontre de... Ah oui, attendez, il faut que B12 réussisse à traduire. Voilà. Donc, comme je disais, nous allons faire la rencontre d'un gardien qui va gentiment nous dire qu'on peut en effet rester dans ce village tant qu'on ne mange personne. Pour rappel, je suis un chat. Ce sont des robots. Je vous laisse vous faire vos propres conclusions, je pense. Bref, notre ami le gardien va dire à tous ses potes que je suis qu'un petit chat gentil, et à partir de là, ils vont tous arrêter d'avoir peur de moi. Maintenant que tout est calme, est-ce qu'on pourrait pas essayer d'en apprendre plus sur l'extérieur ? Le gardien, qu'on va désormais appeler Michel, en voyant la photo de l'extérieur, va totalement casser nos rêves en nous informant qu'il est impossible d'utiliser cet ascenseur et de voir l'extérieur. Sauf pour des gens qu'on appelle les extérioristes, qui sont apparemment tous partis, mis à part un certain Momo, qui visiblement est assez défaitiste, étant donné qu'il a abandonné l'idée de s'échapper d'ici. Mais sachant qu'on est ici pour retrouver nos amis les chats, allons voir Momo tout en haut de cette tour orange, non ? Pour aller chez Momo, il faut monter sur des bâtiments, se balader un peu partout dans la ville et sur des ventilations. En se baladant, on trouvera un souvenir. Grâce à ce souvenir, on va apprendre qu'avant que les robots prennent possession de ces murs, des humains vivaient à leur place plusieurs années auparavant. Une fois qu'on est chez Momo, en étant passé par sa fenêtre, tel un chat cambrioleur, on apprend que Momo c'est un extérioriste qui était parti avec ses amis Clémentine, Sbalthazar et Doc de la zone des taudis pour tenter de voir à quoi ressemblait l'extérieur. Malheureusement, toute connexion avec ses amis est désormais coupée, et à ce moment-là du jeu, on pourrait logiquement supposer qu'ils ont dû se séparer à cause des Urks. Les Urks, c'est les petits robots moches du début, c'est le gardien qui nous l'a appris, mais j'ai fait exprès de garder cette info secrète. Pour obtenir plus d'infos sur ces 4 amis au destin tragique, Momo nous indique qu'il faut trouver les carnets de ses 3 autres confrères. Commençons par celui de Clémentine. Il nous apprend que les extérioristes avaient réussi à contacter quelque chose appelé l'étage supérieur. Avant que la radio ne se coupe, la seule information qu'ils aient obtenue était que l'étage supérieur se situait dans une zone appelée le centre-ville. Ce dernier étant contrôlé par une force répressive et contre toute attente, Momo n'est pas venu avec les 3 autres extérioristes pour cette expédition. Ensuite, le carnet de Sbalthazar. Il nous dit qu'il n'y a aucune trace de vie présente hormis les Urks. Ces Urks mangent tout ce qui bouge, on l'avait bien vu tout à l'heure quand ils nous ont attaqués sans qu'on demande rien, et qu'ils se reproduisent à grande vitesse. Enfin, le dernier carnet, celui du Doc, il va nous indiquer que le Doc a mis au point une lampe UV qui sert à repousser les Urks. Le plus important, on apprend qu'il y avait un défaut de conception de la radio et que Doc savait comment la régler. Par chance, il a décrit la manière de faire dans ce même carnet. Retournons maintenant voir Momo en espérant réparer cette foutue radio. Pour rappel, on doit réparer cette radio car les communications étaient coupées. De retour chez Momo, on l'aide à réparer sa radio, et visiblement il ne savait effectivement pas qu'on pouvait la réparer. S'ensuit une promesse de Momo, qui promet à ses amis disparus de remonter à la surface. Un peu de bidouillage de Momo, et voilà la radio comme neuve. Il va par la suite nous montrer la plus grande tour de cette zone, et nous dire qu'il faudra qu'on aille placer un émetteur au sommet pour espérer communiquer avec les autres extérioristes. Pour aller à cette tour, on va devoir échapper aux Urks, qui jusqu'à là nous ont pas trop embêtés. À partir de ce moment-là, bonne chance Abby. 4ème zone, les toits. Sur notre chemin, nous allons apprendre que la zone où nous étions précédemment, les taudis, était à l'époque totalement dans le noir, mais qu'une personne, ne supportant plus d'être dans un lieu sombre, a un jour, je cite, allumé des lampes arc-en-ciel. Une personne qui a depuis été arrêtée et jamais revue. Cela a eu pour effet de redonner espoir aux habitants des taudis, et tous, les uns après les autres, se sont mis à allumer leur lumière. Après 5 à 10 minutes à avancer vers la tour, nous voici enfin au pied de cette dernière. Cette tour est assez différente de l'ambiance que l'on a eue jusqu'à présent dans le jeu. Elle nous offre une ambiance assez obscure, avec des œufs de Urks un peu partout sur les murs et le plafond. Pour monter et passer les différents étages, on va devoir échapper aux Urks tout au long de ces derniers, en faisant parfois face à certaines énigmes que je vais pas plus détailler que ça car ça me semble pas nécessaire. La chose la plus importante que nous apprend l'escalade de cette tour, c'est que les Urks sont nés d'une bactérie. A la base, cette bactérie a été créée par la Néocorp, retenez bien ce nom, ça va être utile pour la suite, pour tenter de dissoudre tous les déchets présents dans la zone des taudis. Ces bactéries se sont développées et ont évolué jusqu'à devenir ces monstres horribles que nous connaissons aujourd'hui. Après que l'on soit arrivé à notre objectif, à savoir le sommet de la tour, en étant passé par 4 étages, nous allons désormais placer l'antenne que nous a donnée le Doc en haut de cette dernière.
Après l'avoir placé, nous allons avoir une discussion avec B12 qui va nous informer qu'avant, cette ville était un abri, et qu'au sommet de cet énorme mur qui protège la ville, il s'y trouvait en réalité des lumières qui semblent assez identiques à celles présentes au taudis. B12 va nous donner enfin un peu d'espoir, car il avait promis à son mystérieux créateur d'aller voir l'extérieur et d'ouvrir toute cette ville au reste du monde. Maintenant qu'on a branché cette antenne, notre drone de compagnie nous propose de retourner voir Momo. Je pense aussi que c'est la meilleure chose à faire, donc allons-y. Je trouve que les moments où on est dans les sauts pour descendre d'un endroit et les moments de recherche du jeu sont vraiment très bien faits et amenés et nous donnent vraiment cette impression d'être un petit chat. On s'y croirait vraiment, un petit chat roux qui va ouvrir cette foutue ville au monde entier. Deuxième partie des taudis. Le jeu nous fait directement arriver chez Momo, où nous allons trouver une note où il est inscrit « Petit extérioriste, si tu lis ça, c'est que tu es encore en vie. Excellent. J'en ai du matériel au bar pour profiter de leur antenne. Viens m'y trouver. J'ai bloqué la fenêtre, mais le code pour l'ouvrir est assez simple. C'est... Attention, il est sensible à la casse, on se retrouve au bar. » Signé Momo. Si vous n'avez pas compris le... C'est en fait un code crypté que seul B12 peut comprendre. Merci B12, et maintenant, direction le bar. Apparemment, Momo a capté un signal. Visiblement sur son PC et son écran du CDI, Momo a réussi à capter Sbalthazar. Sbalthazar, pour rappel, il fait partie des extérioristes et son carnet nous apprenait qu'il n'y a aucune trace de vie présente hormis les urques. Ces urques mangent tout ce qui bouge et qu'ils se reproduisent à une grande vitesse. On peut donc supposer que Sbalthazar est une sorte de scientifique. Bref, revenons au présent. Dans une discussion très courte, sûrement due au mauvais signal, Sbalthazar, le présumé scientifique, nous dit qu'il est possible de monter, il fait sûrement référence au mur, et que pour le rejoindre, il faut passer par les égouts. Mais que ces égouts sont très dangereux à cause de la présence en grande quantité des urques. Nouveau personnage débloqué, Simus. Ce robot va s'incruster dans une conversation avec Momo et accentuer la dangerosité des égouts en précisant bien que plusieurs robots s'y sont aventurés, mais qu'aucun n'est revenu. Nouveau personnage secondaire et inutile débloqué, Jacob. Qui a l'air de très bien connaître Simus, car apparemment, ce serait les fils de Doc, l'extérioriste qui travaillait sur une arme pour combattre les urques. Mais malheureusement, il n'est jamais revenu également. Avec toutes ces infos, qu'est-ce qu'on fait ? Je vous offre 3 possibilités, et à vous d'essayer de deviner ce qu'on va faire. Réponse A. Demandez à Jacob s'il a d'autres informations utiles de ce genre. Réponse B. Demandez à Momo d'aller avec nous dans les égouts sans armes. Réponse C. Allez confronter Simus pour voir si on peut essayer d'obtenir l'arme que confectionnait Doc à l'époque. Vous avez choisi ? Eh oui, c'était la réponse C. Momo précisera avant qu'on parte le voir que Doc évoquait une pièce secrète dans son carnet. S'il a quelque chose en rapport avec l'arme chez Simus, c'est sûrement là que ça se cache. Allons donc voir l'appartement de ce fameux Simus dans l'espoir d'avoir des informations sur l'arme anti-Zurk 2000. Bon, étant donné qu'il veut pas nous ouvrir, on va passer par un petit passage caché derrière un carton et Momo va nous donner le carnet de Doc dans le but de le montrer à Simus. Visiblement toujours autant bloqué sur son idée que les égouts sont difficiles à traverser, dans l'optique qu'il arrête d'être défaitiste, on va lui montrer le carnet de son père. Choqué d'apprendre l'existence du carnet de son père, même lui ne connaissait visiblement pas l'existence de cette fameuse pièce. Le code du digicode nous sera donné sous forme d'énigme, avec dans un premier temps un message derrière un tableau, le temps et la clé, et en second temps les horloges qui nous donnent le code 2511. On va y trouver dans un premier temps les plans de Doc, de l'arme anti-Zurk 2000. Apparemment, l'arme fonctionnerait en théorie, mais Doc avait eu besoin d'un test pour s'en assurer, d'où sa disparition en dehors de la zone des taudis. Son arme sert en effet à tuer les Zurks car elles sont sensibles à la lumière vive. En faisant tomber une caisse, nous allons trouver un traceur cassé. D'après Simus, on pourrait s'en servir pour savoir où son père est allé, car lui-même s'en servait pour surveiller son fils. Ce qui fait très psychopathe, on va pas se le cacher. Donc, Doc est encore en vie, et nous allons devoir réparer son traceur pour le retrouver. Un peu plus tôt dans le jeu, nous avions rencontré Elliot, qui est un programmeur, mais j'avais choisi encore une fois de ne pas vous le montrer. Donc, allons voir ce nouveau personnage débloqué, qui se rapproche plus de elle que d'un robot, Elliot. Notre Tohima BR2000, comme Elliot va l'appeler, il est en effet réparable, mais à cause de ses problèmes de tremblement, il ne peut pas utiliser son clavier. Donc, comment on fait ? Un peu plus tôt dans le jeu, on avait obtenu un poncho
en faisant à la suite plusieurs échanges avec des robots. Donc, en lui donnant, ses problèmes de tremblement sont réglés. Un tour de magie de notre nouvel ami et hop, nouveau traceur réparé que l'on peut utiliser. De retour chez Simus, avec notre traceur comme neuf, utilisons-le. Bon, c'est confirmé, Doc est en vie comme on capte un signal. Suivant ce signal, on arrive juste devant une porte fermée que Simus va ouvrir visiblement déterminé à retrouver son père. De l'autre côté de cette dernière, au premier abord, il n'y a rien de différent, mis à part beaucoup d'œufs de Zurk, comme dans la tour de tout à l'heure. Simus, de nouveau terrifié, va nous laisser avancer seul dans cette zone, en nous offrant un badge qui va permettre au Doc de reconnaître que nous sommes un ami de son fils. 5ème zone, cul-de-sac. Comme d'habitude, nos amis les Zurk sont présents et nous font chier. Sur notre chemin, on trouvera un générateur électrique auquel il manque une pièce. On y reviendra un peu après. Toujours en avançant, on rentrera dans un bâtiment par une fenêtre. On peut penser que le bâtiment est habité. On y retrouve un tapis, des Zurk enfermés, des Zurk enfermés? Mais qui faisait des expériences sur les Zurk déjà? Ah oui, Doc. Au rez-de-chaussée, on rencontrera comme de par hasard ce fameux Doc. Et dès notre première interaction avec lui, il va reconnaître le médaillon que Simus nous avait donné un peu plus tôt. Doc va nous dire que cela fait longtemps qu'il est seul, car il était parti tester son défluxor. Désolé, mais anti-Zurk du 1000, c'est plus stylé. Mais qu'il y a un problème avec son appareil. Il ignore également comment quitter cet endroit. Il nous invite à regarder dans sa petite maison de fortune ce qu'on pourrait trouver. Fouillons donc. Voici donc ce fameux défluxor qui fait une bouillie des Zurk. 20 Zurk par seconde, c'est pas mal effectivement. Malheureusement, il consomme beaucoup. Et la seule chose qui peut l'alimenter, c'est le générateur qu'on a vu un peu plus tôt. Notre prochaine mission sera donc bien évidemment de le réparer. C'est Doc qui nous donnera le fusible à remplacer. Étape 1. Aller au générateur. Étape 2. Remplacer le fusible. Étape 3. Échapper aux Zurk qui vont être attirés par le bruit. Étape 4. Revenir chez Doc. Mission accomplie, on est de retour chez Doc qui va nous fixer le défluxor sur notre drone, mais avec une durée d'utilisation limitée, car bien évidemment c'est un modèle miniature. Retournons donc voir Simus en compagnie de son papa bien-aimé, et après avoir anéanti les Zurk moisis qui se tenaient devant nous, lâchons une larme. Le gardien nous missionne donc logiquement d'aller voir Momo à côté des égouts, qui nous attend sur son bateau. Et si on sort de cette zone, on ne pourra plus y retourner. Donc allons-y et au revoir les taudis. Comme d'habitude avant d'arriver à Momo, nous passons par une zone que je trouve magnifique. Et le voici le voilà, Momo sur son bateau. Après avoir retrouvé Doc, trouvons désormais ce Balthazar. Que ce soit sonore ou visuel, Stray est vraiment très bien conçu et réussit vraiment à nous inculquer l'ambiance que pourrait avoir une histoire de chat qui doit sauver le monde. Et j'espère que la vidéo le retranscrit comme je le souhaite. Pour avancer dans cette partie, on doit faire face à plusieurs énigmes. En gros, ça se résume souvent à activer des leviers, tuer des Zurk. Et oui d'ailleurs, en parlant des Zurk, on découvre que les œufs au sol que vous voyez à l'écran peuvent aussi être détruits grâce à notre défluxor. Une fois arrivé devant cette porte, on va devoir la déverrouiller manuellement étant donné que la machinerie est cassée. Pour ça, Momo va nous laisser passer en dessous de la porte tout seul et nous dit qu'il nous retrouvera plus tard. Décidément, le jeu aime vraiment bien nous laisser avancer seul, à croire que c'est fait exprès.
Notre mission, trouver les extérioristes manquants, Balthazar et Clémentine. Maintenant, je suppose que vous êtes habitués. Pour avancer, on va devoir tuer beaucoup de Zurks. J'insiste, mais les graphismes pour un jeu indépendant sont vraiment sublimes. Regardez-moi ces taux et le bruit s'il vous plaît. Après quelques minutes à tuer des Zurks et avancer dans ces égouts, on découvre... je pense que je vais vous laisser voir ça par vous-même. En effet, ce sont des yeux qui se trouvent dans ces égouts puants. Aura-t-on une réponse de ce que sont réellement ces yeux? Vous verrez plus tard. Et maintenant, on court. B12, une fois remis sur Boulon, nous dit que le défluxeur qu'on a obtenu 2 minutes plus tôt est déjà cassé. Oui, déjà. Maintenant sorti des égouts, on fait la rencontre de Baladin. Va-t-il être utile? Spoiler, non. C'est juste un gardien comme celui du tout début qui nous dit que cela faisait longtemps qu'il n'avait pas vu de voyageurs venir des égouts et il me reconnaît directement en tant que la personne ayant contacté Balthazar. Il nous indique même très gentiment où il se trouve, à savoir au sommet de leur petit village. Cela va nous introduire la 6ème zone, la fourmilière. Apparemment, la première machine que nous voyons, c'est une machine qui a été utilisée par le créateur malade de B12, qui est rentré dedans seul. Il s'envoyait dans l'ordinateur, mais il y a eu un problème lors de l'envoi. Il est resté bloqué des centaines d'années, jusqu'à ce qu'un petit chat apparaisse. Bravo à ceux qui avaient deviné, le scientifique dont nous parlait B12 était en fait B12 lui-même. Cela est un choc pour B12, qui va se mettre en pause histoire de réfléchir à tout ça. En montant, il va nous dire qu'il ne sait pas ce qui est arrivé à ses amis et ses parents, et qu'en ouvrant les murs, lui-même n'est pas sûr qu'on trouvera quelqu'un à sauver. Bon, montons. Une fois tout en haut, on rencontre enfin Balthazar, qui fait une séance de méditation transcendantale. Ok. Bon, passons. Balthazar nous dira que les extérioristes lui manquent. Momo, Doc, mais que Clémentine, elle est au centre-ville. C'est elle qu'il faut trouver si l'on veut voir l'extérieur, car d'après Balthazar, elle aurait un plan de la ville. Elle va donc nous écrire son adresse au dos d'une photo,
pour qu'on puisse la trouver. Regardez son adresse. Ça va être très important pour la suite. Si on parvient à atteindre l'extérieur, on sera le premier à y arriver. Notre objectif ne peut pas être plus clair. À partir de maintenant, on va tout donner pour atteindre l'extérieur. Les 12 pensent qu'en trouvant Clémentine, on pourrait rentrer chez nous et lui restaurer la mémoire. Bénéfique pour nous deux. À partir de maintenant, on a deux choix. Soit on reste un peu plus dans la fourmilière pour obtenir plus d'infos, soit on va directement au centre-ville. Je vous propose donc d'aller directement au centre-ville. Avant d'y arriver, on va avoir plusieurs choses intéressantes. Un panneau de l'entreprise Neko Corporation. Précédemment dans Secret Story. À la base, cette bactérie a été créée par la Neocorp, retenez bien ce nom, ça va être utile pour la suite, pour tenter de dissoudre tous les déchets présents dans la zone des taudis. Ces bactéries se sont développées et ont évolué jusqu'à devenir ces monstres horribles que nous connaissons aujourd'hui. Je vous avais dit que ça allait être important. Au passage, petit easter egg, car Neko en japonais c'est chat. Neko. Et encore un panneau d'interdiction qui nous dit que les niveaux inférieurs sont contaminés. Et on va voir un pacificateur qui sont les flics de cette ville. Zone numéro 7, le centre-ville. C'est sûrement ma zone préférée de tout le jeu, dans un style cyberpunk, très lumineuse, très chaleureuse et très jolie. C'est aussi l'une des plus importantes. Le premier PNJ auquel on va montrer la photo de Clémentine nous expliquera les symboles au dos. Le premier est la rue, le second l'étage et enfin le troisième le numéro de la porte. Voici devant son appartement. Comme toujours, on va passer par un trou de fourmis, mais avec notre chat Abby pour aller la rencontrer. Visiblement, elle est recherchée par des sentinelles, vu qu'elle a failli nous tuer. Bon, salut Clémentine, qu'est-ce que ça dit? Je cherche à trouver un moyen de sortir. Ça tombe bien, moi aussi. Les sentinelles te surveillent. Moi non, ça tombe bien. Apparemment, tu prépares un plan pour utiliser le métro qu'on a vu plus tôt. T'as même les clés, mais malheureusement, il te manque une pile automatique pour l'alimenter. Ne dites pas qu'on va encore devoir le faire à sa place. Bon bah apparemment si. Apparemment, Neko Corporation en cache une dans son usine. Mais comme Clémentine est la goutte, elle a un contact qui va nous aider à nous infiltrer. Elle porte une veste bomber et une chaîne en or, et on doit lui livrer ce message. Allons donc trouver ce fameux contact. Après avoir fouillé dans des ruelles, des magasins en tout genre et demandé à nos amis robots s'ils connaissaient ce fameux contact, on le trouve au fond d'une ruelle. Et ce contact s'appelle Blazer. La pile que l'on cherche alimente Neocorp. Et elle est gardée par des gardiens qui ne laissent entrer personne sauf les ouvriers. Pour entrer, on va donc devoir lui trouver une veste et un casque d'ouvrier pour s'infiltrer au sein même de Neocorp. Premier objectif, le casque d'ouvrier se trouve dans une boutique où l'on ne peut pas pour l'instant rentrer car elle est en réapprovisionnement. Notre robot livreur attend son ami pour qu'il l'aide à mettre la livraison dans la boutique. Son ami qui apparemment traîne souvent au bar. Vous commencez à être habitué, allons au bar. On trouvera l'arrière du bar complètement saoul et endormi. Pour le réveiller, rien de mieux que de lui jeter une caisse sur la tête. Ce jeu me fait trop rire, c'est abusé. Maintenant, comment on rentre dans la boutique? Bien, regardons autour de nous. Un véhicule, des cartons, des robes... Attends, des cartons? Hop, et voilà, rien de plus simple. Premier objectif atteint. Notre second objectif, la veste d'ouvrier se trouve dans un magasin et on doit la voler. Veste récupérée, on peut maintenant retourner voir notre nouvel ami, Blazer. Comme pour la boutique, on va se faufiler dans le bâtiment en se mettant dans un carton. À partir de ce moment, nous allons avoir affaire à des nouveaux ennemis. Ces petits drones qui ressemblent à B12, qui peuvent nous repérer si on est dans leur champ de vision. En gros, s'ils s'éclairent blanc, ils nous ont pas vus. En jaune, c'est vu, mais ils ont pas compris qui on était. Ils doutent quoi. En rouge, ils nous tirent dessus. Pour les esquiver, on peut se cacher ou courir, au choix.
Nous voici désormais à la pile automatique qu'il nous fallait, mais il faut réussir à la récupérer car elle est enfermée. Pour la libérer, on va devoir résoudre l'énigme suivante. Mettre ces deux espèces d'imprimantes roulantes sur 2 des 3 capteurs de poids au sol, et le baril qu'on a utilisé plus tôt sur le 3e capteur de poids. Le premier, on a juste à le placer sur le capteur qu'on veut, le deuxième, on doit le libérer en allant dans sa pièce, puis activer un levier et enfin le faire sortir. En mettant les 2 imprimantes roulantes sur les 2 capteurs aux côtés de la pile, le système de protection se baisse et nous permet de laisser passer le baril de cette façon. Nous voici désormais en possession de la pile. Évidemment, ça déclenche le système de protection. Et maintenant, on court. Ramenons cette pile à Clémentine. Une fois devant son appartement, nous remarquons que l'entrée est bloquée. Mais pas pour nous car on peut évidemment passer en dessous des grilles. Pour aller trouver notre ami extérioriste, on doit encore échapper à ces satanés drones. Après quelques secondes à jouer avec eux, nous revoilà chez Clémentine, qui n'est pas là, mais qui a laissé un message à restituer. Ce message dit « Je suis avec Blazer, venez au club. » Allons au club alors. Sur notre chemin, grâce à un souvenir, les deux se rappellera qu'avant les sentinelles étaient gentils et compréhensifs, mais que depuis que le monde est parti en couille, elles ont commencé à contrôler le monde et devenir des chiens de garde du pouvoir. Restons concentrés sur notre objectif, le club. On tombe nez à nez avec Clémentine, ligotée, et on comprend vite, en voyant Blazer nous tendre un piège, qu'il était en fait un traître, animé par l'argent. Et nous livre donc aux sentinelles. Zone numéro 8, la prison. Une fois sortis de notre cellule en ayant cassé notre cage grâce à une poutre, ils sont de trouver Clémentine Lagotte. Rebonjour notre prisonnière favorite, que puis-je faire pour toi? Elle nous dit dans un langage incompréhensible d'aller chercher une clé. Pourquoi incompréhensible? Car nous n'avons plus B12, donc on n'est plus capable de traduire ce que disent les robots. Passons entre les barreaux. Contournons. Passons par la fenêtre. Prenons la clé. On n'a plus qu'à faire le chemin inverse. Nous voici déjà en liberté avec Clémentine comme si de rien ne s'était passé. Comme on la comprend plus, on va juste la suivre.
B12, on doit te récupérer. C'est assez drôle car ce petit robot est en réalité un drone, du nom de B12, qui a visiblement des soucis de mémoire et qui a travaillé pour un scientifique dans le passé. B12 va nous donner enfin un peu d'espoir, car il avait promis à son mystérieux créateur d'aller voir l'extérieur et d'ouvrir toute cette ville au reste du monde. Et maintenant, on court. B12, une fois remis sur Boulon, nous dit que le défluxeur qu'on a obtenu 2 minutes plus tôt est déjà cassé. Bravo à ceux qui avaient deviné, le scientifique dont nous parlait B12 était en fait B12 lui-même. Cela est un choc pour B12 qui va se mettre en pause histoire de réfléchir à tout ça. Attention, cinématique badass de la récupération de B12 en 3, 2, 1, let's go. B12 est de retour. Notre ami est encore opérationnel et il a l'impression d'avoir été enfermé dans le système informatique de son labo, comme au début. Il a l'air très ému qu'on soit en effet venu le sauver. Maintenant, échappons-nous d'ici avec Clémentine. Notre dernière difficulté avant de sortir de cette prison, cette porte. Allons donc à la salle de contrôle dans le but d'ouvrir cette porte en passant au-dessus de ce gros grillage. Et voilà, la porte est ouverte, mais en contrepartie, encore et toujours, on doit courir. Je vous laisse avec la cinématique, je pense qu'elle parlera beaucoup plus que moi. On est seul et nous allons sauver ce monde. Encore une fois seul. Allons au métro. On met la pile à l'endroit destiné pour.
met les clés du métro dans son trou dédié et on y va. Zone numéro 9, salle de contrôle. Notre objectif, la salle de contrôle, est fermée et seuls les humains peuvent y entrer. Vous vous souvenez des imprimantes roulantes ? On va encore devoir s'en servir pour monter dessus et démonter le système de sécurité. Cette salle, gérée de la ville entière, nous apprendra B12. Il va aussi nous dire qu'une épidémie a tué tout le monde, même ceux qui s'y croyaient à l'abri dans cette salle de contrôle. B12 a vu mourir sa famille et rien ni personne ne l'a aidé. L'ordinateur central, personne n'y est allé depuis des années et la ville est bloquée dans un cycle de confinement. En le désactivant, on devrait pouvoir rentrer chez nous et accomplir notre objectif. Remettons donc en ligne tout ce système et allumons les ordinateurs. Après l'avoir fait, B12 sait dès lors comment ouvrir la ville, grâce à cette station de travail. Mais elle est verrouillée. En déverrouillant, des lumières rouges commencent à clignoter et B12 prend des dégâts à chaque fois que l'on déverrouille un des 3 ordinateurs nécessaires. Il nous affirme toutefois qu'une fois les 3 ordinateurs déverrouillés, il pourra se recharger. Les 3 ordinateurs faits et sur la station, notre ami drone nous dit qu'il savait qu'il aurait besoin d'une grande quantité d'énergie pour désactiver le système de contrôle central de la ville, et immensément plus grande que ce qu'un seul drone peut fournir. Mais maintenant qu'on a désactivé la sécurité, il peut ouvrir la ville. Mais ouvrir la ville pourrait endommager B12. Je suis désolé qu'on ne puisse pas voir l'extérieur ensemble. Je pensais devoir transmettre les souvenirs de l'humanité dans le but de conserver le passé. Mais je vois un navire dans les compagnons et dans toi. Allez, laisse-moi t'enlever ça. Tu étais mon ami, le meilleur ami dont j'aurais pu rêver. Merci. Stray, dans sa durée de vie de 4 à 6 heures en moyenne, nous offre une expérience de jeu indé unique en son genre, avec une histoire très belle, bien écrite, nous présentant des personnages à la fois attachants et drôles, des rebondissements
un gameplay original et des graphismes époustouflants. Ces mots, c'est mon avis. Certains seront d'accord, d'autres non. Cela aura été l'une des meilleures expériences de ma vie dans le jeu vidéo. En revoyant les gameplays de Galax, que je remercie encore une fois, j'ai été ému de redécouvrir ce magnifique jeu et de pouvoir accorder de nouveau du temps à cette expérience. Bien joué Abby, tu as ouvert la ville, tu as accompli ton objectif et celui des extérioristes, retrouver ta liberté. La morale de ce jeu, elle peut se résumer en une phrase. Il faut se battre pour atteindre ses objectifs. C'était Mertou pour F5, à la prochaine.